De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous annonçais en début d'émission, ce soir nous allons revenir sur une condamnation qui a été prononcée aujourd'hui, à savoir celle de deux des grands frères qui étaient cités dans l'affaire dite des grands frères. Il s'agit d'une autre affaire dans l'affaire. Et pour tenter de démêler tout cela, nous recevons ce soir Maître Lorenza Bourjac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc avocate notamment de Noël Daufour et de Didier Laurent. Tout à fait. Et nous sommes aussi en présence de Jessica Daufour, la sœur de Noël Daufour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va essayer de tenter d'y voir un peu plus clair, puisque il y a donc l'affaire des grands frères qui a fait grand bruit depuis fin 2021. Nombre d'entre eux ont été incarcérés en janvier. Certains ont été libérés plus d'un an et demi après. On a encore une ou deux personnes encore, je crois, qui sont incarcérées, dont Noël Daufour. Donc ça, c'est l'affaire dite des grands frères. Donc ça, ce serait lié aux émeutes sur la période de novembre-décembre 2021. Et aujourd'hui, on entend effectivement qu'il y a une condamnation pour Noël Daufour et Didier Laurent relative à un transport des faits qui aurait eu cours entre la Guadeloupe et la Martinique. Bon, je vais vous laisser nous expliquer tout ça parce qu'on peut être un petit peu perdu. On part d'une affaire d'émeute ici en Guadeloupe en 2021 et là on nous parle de transport des faits qui induirait effectivement donc des condamnations de prison, dont 18 mois pour Noël Daufour et 15 mois pour Didier Laurent. De quoi s'agit-il ? Alors il faut savoir que dans le cadre de l'instruction de l'affaire dite des grands frères, il y a eu des procédures incidentes. Nous avons appris qu'il y avait ces procédures incidentes au cours justement de la procédure, la grande procédure dite des grands frères. Et ces procédures, non, nous l'avons appris le 20 juin 2023, puisqu'il faut savoir que Didier Laurent avait déjà comparu devant un tribunal correctionnel avec un autre policier et ces deux policiers ont été relaxés des fins de la poursuite. Et c'est au cours des réquisitions du procureur que nous apprenons effectivement qu'il y a 4 autres affaires qui intéressent Didier Laurent. Et parmi ces 4 autres affaires, on en a eu 3 autres, pardon. Il y en a eu 2 qui ont été jugés le 30 avril 2024 et il y en a une autre, nous sommes encore dans l'attente. Alors, cette affaire, ces 2 affaires, en tout cas, cette affaire qui concerne Noël Daufour et ces 2 affaires qui concernent Didier Laurent sont tirées justement de la procédure dite des grands frères. Ce sont des procédures incidentes qui sont restées de la compétence du parquet de Pointe-à-Pitre. Le juge d'instruction de droit commun en charge de l'affaire dite des grands frères jusqu'à ce qu'il se soit... qu'il considère qu'il fallait qu'il se dessaisisse au profit de la GIRS, va saisir le procureur de la République en disant « Écoutez, moi, dans le cadre de cette instruction, j'ai mis en examen M. Didier Laurent et M. Noël Daufour pour tel fait, mais il s'avère que j'ai découvert d'autres faits pour lesquels, moi, je ne veux pas du tout instruire, à charge pour vous de savoir ce que vous voulez en faire. » Et là, M. Patrick Desjardins va considérer que ces faits-là peuvent être traités par le parquet de Pointe-à-Pitre. Donc ce sont des faits qui remontent à 2021, bien évidemment, dans le cadre de l'affaire des grands frères. Il y aura une enquête qui sera menée, enquête préliminaire, pendant près de 3 ans, et on dira, parce que ça a débuté en 2021. Et en 2024, nous avons reçu les convocations. Voilà, cette affaire qui... Alors aujourd'hui, vous avez un peu... pardon ? Donc on a l'affaire principale, donc, oui. Qui a été délocalisée, comme on dit, puisque ce n'est pas le parquet de Pointe-à-Pitre qui s'en occupe. Non, aujourd'hui, c'est la GIRS de la Martinique. Donc c'est un dessaisissement du juge de droit commun au profit de la juridiction spécialisée. Donc, ils se sont dessaisis du dossier en faveur de la Martinique sur le dossier principal, mais ont conservé donc 3 dossiers annexes à celui des grands frères. Ouais, des procédures incidentes. Ce sont des procédures pour lesquelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, le juge d'instruction a considéré à l'époque qu'il ne voulait pas avoir à instruire sur ces faits nouveaux qu'il avait découverts, puisqu'il avait déjà mis Noël Daufour et Didier Laurent en examen pour un certain nombre de faits. Et la loi prévoit que lorsqu'au cours d'une instruction, vous découvrez d'autres faits que ceux pour lesquels les personnes ont été mises en examen, d'accord, vous devez absolument saisir le procureur de ces nouveaux faits. Et à charge pour le procureur de savoir ce qu'il fait. Est-ce que lui, il décide de mener son enquête ou au contraire, il demande au juge d'instruction d'instruire. Le choix qui a été fait pour Pointe-à-Pitre par M. Patrick Desjardins, c'était l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que ça restait de la compétence du parquet de Pointe-à-Pitre. Donc 3 affaires en parallèle qui ont donc été jugées cette année. Alors il y en a une l'année dernière concernant uniquement Didier Laurent, relaxé, mais nous avons su aussi que le parquet a interjeté appel de cette relaxe. Et il y a eu 2 concernant Didier Laurent le 30 avril 2024 et une qui concerne Noël Daufour.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir les détails de cette affaire? Puisqu'on a entendu ce matin qu'il y a des condamnations qui sont tombées, 18 mois, 15 mois de prison ferme. Donc déjà le lien entre Noël Defour et Didier Laurent. Alors, le lien qu'on peut avoir enfin, ce sont deux personnes qui se connaissent, d'accord? Et pour entrer dans le cadre de cette affaire, Monsieur Didier Laurent reçoit de son chef, je dirais, une fiche, parce qu'il faut savoir que Didier Laurent était affecté à l'USI, c'est-à-dire l'unité qui devait aller récupérer les personnes qui étaient recherchées ou contre lesquelles il y avait une peine d'exécution et ces personnes devaient exécuter leur peine. Donc Didier Laurent intervient, je dirais, dans ce cadre-là. Il y a une troisième personne, Monsieur Jean-Luc Héron, qui est recherché dans le cadre d'un mandat d'arrêt parce qu'il était condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, mais il n'était pas présent. Donc, bien évidemment, on va délivrer un mandat contre cet homme qui se trouvait en Guyane en train de travailler. Il y a un contact qui sera fait entre M. Héron et M. Didier Laurent par l'intermédiaire de M. Noël Dufour. D'accord? Et mot est pris entre M. Didier Laurent et M. Héron. Lorsqu'il retourne en Guadeloupe, il va se rendre directement à M. Didier Laurent pour l'exécution de sa peine. Sauf que lorsque M. Héron arrive en Guadeloupe en décembre 2021, il est directement arrêté. Donc Noël Dufour contacte Didier Laurent, disant voilà, je ne comprends pas, Héron est arrêté, lui-même ne comprend pas puisqu'il n'avait pas eu le retour de M. Héron, et il appelle ses contacts sur la PAF, on lui confirme effectivement l'arrestation de M. Héron, en tout cas la rétention, dans l'immédiat, la rétention de M. Héron, jusqu'à ce que ce mandat lui soit notifié. M. Héron demande à ce que ses bagages soient récupérés par M. Noël Dufour. Parce que c'est Noël Dufour qui devait le récupérer à l'aéroport. Noël Dufour dit ok, il n'y a pas de problème, il arrive à la PAF, il récupère les bagages et il part. Lorsque M. Héron est traduit devant Madame le procureur général à Basse-Terre pour la notification de son mandat, il apprend qu'il sera incarcéré à la maison d'arrêt de Basse-Terre. Il a avec lui une sacoche. Dans cette sacoche, il y a son téléphone portable, il y a des documents, il y a de l'espèce. Donc il voit avec un des policiers, est-ce que c'est possible que cette sacoche soit remise à Didier Laurent? Le policier, il y aura une espèce d'échange entre le policier Didier Laurent et Jean-Luc Héron, et la sacoche sera remise devant des policiers à M. Laurent, enfin un peu plus tard. Voilà l'histoire. On considère... Donc il y a des témoins sur la remise de sacoche. Non mais attendez, non seulement il y a des témoins, mais ce n'est pas n'importe quel témoin quand même. On parle d'autorité. On parle de la PAF lorsque M. Dufour va récupérer les valises de M. Héron, et on parle quand même de policiers lorsque la sacoche est remise d'un policier à un autre policier. Donc ça ne s'est pas fait en catimini, et de la procédure, il ne ressort pas à un quelconque moment, que Didier Laurent, Noël Dufour et Jean-Luc Héron se soient mis d'accord pour que l'un vienne récupérer les valises et l'autre. Non, ça s'est fait parce que malheureusement, M. Héron a été arrêté. Et c'est dans le cadre de cette arrestation que, pour ne pas perdre ses affaires, il préfère qu'elles soient remises. Et ça se fait en deux temps. Premier temps où M. Noël Dufour arrive à l'aéroport et récupère les bagages, au vu et au su de tous. Donc, ça ne s'est pas fait en catimini. Et le deuxième temps, quand il apprend qu'il sera incarcéré à la maison d'arrêt de Basse-Terre, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce que sa sacoche soit récupérée par Didier Laurent. Voilà. Alors la justice a considéré effectivement que le fait que M. Didier Laurent ait récupéré cette sacoche et que cette sacoche par ailleurs ait été remise à M. Dufour, que tous les deux ont cherché à dissimuler un objet, en l'occurrence un téléphone portable, à la justice. Parce qu'ils sont partis du principe que dans le téléphone portable de M. Héron, il y avait des éléments compromettants et des éléments concernant essentiellement un trafic de stupéfiants. Noël Dufour n'est pas informé de la procédure qui existe, M. Héron n'en est pas informé non plus, et M. Didier Laurent encore moins. Mais on va déjà leur dire ils ont fait un obstacle à la manifestation de la vérité en récupérant cette sacoche. D'accord. Donc c'est là qu'on a cette histoire de disparition, mais elle n'est pas en lien direct finalement avec l'affaire des grands frères en soi. Mais écoutez, elle n'est pas en lien direct, non, mais en tout cas c'est dans le cadre des écoutes qu'il y a ces éléments qui ressortent. C'est tout, voilà, il n'y a pas de lien direct, mais c'est vraiment dans le cadre, encore une fois, de la procédure dite des grands frères, avec les écoutes, qu'on va se rendre compte que M. Didier Laurent a récupéré une sacoche, qu'il était en lien avec M. Noël Dufour, qui lui-même a récupéré deux valises. Enfin, deux valises, un sac et... voilà. Il y a quand même des dommages collatéraux dans cette affaire. On a donc le transport, effectivement, des effets de M. Héron par le biais de M. Laurent, qui arrive donc à M. Dufour. Mais il y a une quatrième personne
qui est condamné effectivement dans cette affaire. Oui, malheureusement, un autre policier à qui on reproche des faits de complicité. C'est-à-dire que personne n'est informé. C'est là aussi quand même, je n'arrête pas de sourire. Personne n'est informé de la réalité de cette procédure. Monsieur Noël Daufour, Monsieur Héron et Monsieur Didier Laurent ne sont pas informés. Cette remise et cette récupération, je dirais récupération des deux bagages de Monsieur Héron et la remise de la sacoche se font le jour même, sans pour cela que ces personnes auparavant se soient entretenues d'une façon ou d'une autre pour la récupération des effets personnels de Monsieur Héron. Donc ils ne se sont pas mis d'accord en fait. Pas du tout, c'est bien l'arrestation. Enfin, l'arrestation sur le moment à l'aéroport de M. Héron qui va enclencher tout ça. Rien n'était prévu. La seule chose qui était prévue, c'est que M. Noël Daufour le récupère à l'aéroport. C'est tout. Et là, quand il est arrêté, lui craignant, parce qu'il sait un petit peu, parce qu'il a entendu parler de la détention, craignant pour ses effets personnels, il a préféré que cela soit remis. Voilà. Étant précisé, et là aussi encore le plus comique, c'est que M. Héron sera convoqué 2 fois. Devant devant l'IGPN. Par 2 fois, il viendra avec sa sacoche et avec 2 fois, il aura son même téléphone portable dans cette sacoche. À aucun moment on ne va lui réclamer ni la sacoche ni le téléphone portable. Mais par la suite, on dit qu'il a effectivement disparu. Qu'il avait des choses à cacher. C'est pour ça que, comme il avait des choses à cacher dans son téléphone portable, c'est la raison pour laquelle il a demandé à monsieur Laurent, via malheureusement cet autre policier qui se retrouve dans une affaire où je n'ai toujours pas compris le lien de complicité, mais ça c'est le secret de la décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Il va juste récupérer une sacoche pour remettre à un autre policier. Enfin, il vérifie lui-même, on a les écoutes où il vérifie dans la sacoche, il dit non, il n'y a rien. Il est à 1000 lieues parce qu'il n'existe pas, encore une fois, de procédure à ce moment-là. Donc il est à 1000 lieues, cet homme, de se douter que l'élément que l'on recherchait est un téléphone portable. Donc lorsqu'il vérifie la sacoche, il y a des papiers, il y a de l'argent, il y a des contrats, il y a un téléphone. Donc pour lui, il n'y a rien de compromettant. Ah ben lui aussi, il prend 1 an avec sursis. Et il me semble 18 mois. 8 mois d'interdiction d'avoir exercé son activité professionnelle. Alors, Jessica Daufour, ça fait quand même plus de 2 ans, ça fait 29 mois maintenant. 851 jours. Ça fait bientôt 30 mois, effectivement, que votre frère est incarcéré. Il y a cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui, vous vous y attendiez ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on s'attend ou pas à quelque chose dans cette affaire qui, pour nous, est un non-sens, une absence et un irrespect du droit qu'on n'a jamais vu ailleurs ? Donc, est-ce que je m'y attendais ? Dans cette continuité de mascarade, on en avait déjà parlé. La dernière fois que je vais en Martinique, où je vois mon frère, je lui dis, mais on sait. On arrive à échéance de mandat de dépôt, ils vont tout faire pour rallonger. Et pour rallonger, ben, il y a cette affaire. Mais ce qui est marrant, c'est que Noël va chercher quelqu'un qu'il connaît, qui ne sort pas. La PAF appelle Noël Daufour. Il ne s'est pas présenté. Appel d'un agent de la PAF qui lui dit, on a arrêté M. Héron, est-ce que vous pouvez venir récupérer ses affaires ? Il rentre dans les locaux de la PAF. Ce n'est pas entre 2 voitures, 2 portières en catimini. Il rentre à la PAF parce qu'on l'a appelé sur son téléphone. Donc il y a l'écoute de cet appel pour venir chercher des effets de quelqu'un qui était recherché. Pour moi, je regarde la télé, à défaut d'autre chose, je suis peine pro. On arrête quelqu'un, je pense que ça passe dans un scanner, on ne sait jamais vu ce qu'on peut lui reprocher. On savait bien qu'il n'y avait rien dans ses effets personnels. Sinon, j'espérais qu'on n'aurait pas donné à mon frère des effets où il y avait des choses de la drogue ou quoi que ce soit. Donc ce que vous nous dites, c'est que M. Héron arrive, M. Héron est interpellé, on appelle votre frère pour qu'il vienne récupérer ses effets. Oui. Il vient les récupérer, on les lui remet. Oui. Mais par la suite, on lui reproche donc d'avoir... Près de 3 ans après. 3 ans après, d'avoir donc cherché à dissimuler... Il n'a eu au vent d'aucune affaire avant cela. Dire que, voilà, il est entendu à Moulins-Isère une fois, il a une audition libre, on lui demande, limite en tant que témoin, est-ce qu'il a eu vent de... Et puis il dit ce qui s'est passé, que monsieur l'agent de la PAF, il donne le nom parce qu'il se souvient très bien. C'est marrant quand même quand... quand tous vous considèrent presque comme un criminel, vous rentrez à la PAF et on vous dit de venir chercher des effets. Donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter. C'est la PAF qui appelle. Et aujourd'hui, 18 mois de mandat de dépôt, 18 mois de détention supplémentaire avec mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il est obligé de les faire, d'après ce que je comprends. Didier Laurent, et je parle de mon frère, mais je ne peux pas ne pas parler de Didier, qui est sorti en janvier. Je ne le connais pas. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne connais pas Didier Laurent.
Je n'ai aucun intérêt personnel, si ce n'est celui dans lequel je me suis engagé depuis 851 jours de parler de lui. Je ne l'ai jamais, jusqu'à maintenant, jamais rencontré. Je dis juste que quelqu'un qui est resté plus de 2 ans en détention, pratiquement, isolé de tout le monde, parce que ça reste un policier, être humain mais policier, protégé donc en isolement, je dois accepter, mon cerveau doit assimiler qu'il va requitter sa famille, qu'il a retrouvé juste en janvier, et repartir en détention. On est où? On est où quand dans ce gouvernement, il y a quand même des politiciens qui sont condamnés, qui sont condamnés à de la prison ferme, ils ne font pas une journée. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas fait une journée de détention. À qui ça reporte à qui, à quoi cet acharnement? Y a des syndicalistes qui parlent de cabale envers eux, mais là, on parle de quoi finalement? S'agissant de Noël Daufour et de Didier Laurent, on doit parler de quoi? Comment on doit l'appeler? Si ce n'est une cabale. À quoi ça sert? À qui ça sert aujourd'hui que ces 2 hommes restent en prison quand on a trouvé des conditions de contrôle judiciaire pour les 17 autres personnes mises en examen? L'affaire des grands frères, c'est 19 personnes mises en examen. Au bout de 851 jours, on a encore quelqu'un qui reste en détention. Avec 2 enfants, je le rappelle quand même, mais je ne veux pas faire pleurer les chaumières. Avec 2 pronostics vitaux engagés pour ses enfants. Avec lui qui se fait piquer à l'intérieur, qui fait une infection, on ne sait pas d'où ça sort, avec des choses dures. Je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Je veux juste qu'on ramène la réalité de Noël Daufour et Didier Laurent à une réalité d'être humain. Ce ne sont pas des chiens. Et la cabale que mènent certains médias, et j'assume mes propos, monsieur qui était présent de 8h à 18h au tribunal, dès qu'il s'agit des grands frères, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne vit pas, il est là à fomenter des plans, à tirer déjà, à dire « ouais, je pense que c'est un trafic. » Vous êtes qui? Tout ça, c'est fomenté, tout ça, c'est contrôlé, tout ça va ensemble. Mais pour qui? Moi, je redis aux Guadeloupéens, et c'est pour ça que je suis là. Ce qui arrive aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui. Ce matin, M. Kiaba était en garde à vue pendant 6 heures pour avoir défendu les droits d'un Guadeloupéen. Est-ce qu'à chaque fois qu'on va prendre la parole pour le droit des Guadeloupéens, ou on va vouloir défendre les droits des Guadeloupéens, est-ce qu'on risque de se retrouver en prison? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Et d'habitude, je viens avec mes lunettes, je me cache. Mais j'ai juste envie de dire à ceux qui nous regardent, parce qu'on nous regarde, on nous suit. Quand je pleure, parce que j'ai pleuré toute la journée, c'est pas parce que je suis triste, j'ai la rage, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous créez des monstres de rage. C'est ce que vous créez. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour notre société? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'on va nous dire à la fin? Vous connaissez déjà la fin. Dites-la nous comme ça. On est fixé, quoi. Mais on est asphyxié. Je ne me plains pas. Je fais juste un constat de la vie. Il y a des détenus. Il y a aussi des familles. Est-ce que mes nièces, mes neveux, ma mère, la femme de Didier, ses enfants et tous les autres, est-ce qu'ils ont demandé à être détenus à l'extérieur pendant que leur père, leur conjoint, leur mari, leur frère est enfermé à l'intérieur? Merci le gouvernement français. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Alors, moi, je veux qu'on essaie d'être clair sur les événements. Est-ce que pendant la procédure, ils ont pu démontrer effectivement que Noël Daufour était impliqué dans un trafic avec M. Héron? Quelle procédure? Celle des grands frères? Non, la procédure annexe, justement. La procédure dans la incidente. procédure, voilà. Non, monsieur, non, parce qu'aucun des deux n'a été poursuivi pour un trafic de stupéfiants dans le cadre de cette procédure. Ils ont été poursuivis pour pour avoir, je dirais, faire une obstruction à la justice en récupérant cette sacoche dans laquelle il y avait un téléphone portable. Et donc tout est basé uniquement sur la récupération
C'est de la sacoche, c'est la essentiellement simple de la récupération. sacoche. De la simple, parce que le parquet de Pointe-à-Pitre a considéré aujourd'hui que le parquet de Pointe-à-Pitre et le tribunal correctionnel, bien évidemment, puisque le tribunal correctionnel aurait pu nous suivre en les relaxant tout simplement. Parce que juridiquement, je n'ai pas compris. Alors, bien évidemment, je dois me perfectionner dans le droit, je ne dis pas le contraire. Mais le dossier de la procédure tel qu'il était monté, malheureusement pour moi, ne démontrait pas la culpabilité de qui que ce soit. Pas plus de Didier Laurent, d'Héron, de Dufour ou de M. Avillon. Pas du tout. Mais c'est ma lecture du dossier. Quoi qu'il en soit, le Mais sur tribunal... quoi ils se sont reposés? Parce qu'on a quand même de grosses peines qui sont tombées. On a du 18 mois, du 15 mois ferme. Sur quoi c'est basé? Vous avez tout à fait raison de parler de grosses peines. Je vais juste donner un exemple pour qu'on puisse bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Didier Laurent, alors Noël Dufour, 18 mois. C'était à peu près 24 mois qui avaient été requis de mémoire pour Noël Dufour et pour Jean-Luc Héron. Il y a eu 18 mois, donc on peut s'estimer où, on a eu 6 mois de moins. Et Didier Laurent, 15 mois. Juste pour donner une échelle d'idée. L'année dernière, j'ai assisté au tribunal correctionnel à une décision où il y avait un homme qui avait, dans le cadre d'une comparution immédiate, qui avait agressé un de ses voisins qui embêtait un peu tout le monde, qui avait eu quand même 45 jours d'ITT parce qu'il avait agressé à coups de sabre. Cet homme avait déjà un casier judiciaire. Il était condamné à 2 ans. 2 ans. Didier Laurent n'a pas une mention sur son casier judiciaire. Il n'y en a pas une. 15 mois. Avec un mandat de dépôt différé. C'est avec exécution provisoire, parce que sinon ce ne serait pas délicieux. Ça veut dire que le 6 juin, Didier Laurent devra se présenter devant le centre pénitentiaire de Bémao. Donc il retournera en détention. Il retourne en détention. Le 6 juin, il retourne en détention. Pour une sacoche, je ne sais pas si on imagine, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas coup de feu, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. 15 mois avec un mandat de dépôt différé. Donc on est, je vous jure, au-delà... C'est difficile quand même, c'est difficile à croire quand même que sans rien. Juste que la remise de sacoche. Donc il n'y avait pas une enquête, il n'y avait pas une enquête derrière. Monsieur Luce, je me permets de vous arrêter, il n'y avait pas rien dans le dossier. Dans le dossier, vous avez Noël Dufour, vous avez Didier Laurent, ça suffit. Quand je dis rien, c'est difficile quand même de comprendre que des personnes prennent 18 mois pour avoir remis des effets personnels qui sont passés par la police aux frontières, donc qui ont été vérifiés et qui ont été remis à quelqu'un. C'est quand même compliqué. Je pense vous avoir répondu. Ce n'est pas rien quand il y a dans une affaire Didier Laurent et Noël Dufour. Vous savez, le 30 janvier 2024, je me retrouve devant la chambre de l'instruction contre une décision de prolongation de la détention de monsieur Noël Dufour. C'était la combienième? On était à la combienième? Je crois que c'était la 7e ou la 8e. Non, pour Didier Laurent, je sais qu'on était au moins à 7 demandes de mise en liberté, mais comme je suis arrivée en cours de procédure en qualité d'avocat de monsieur Noël Dufour, donc je ne les ai pas comptabilisés. Vous m'excusez, la prochaine fois, je saurai vous donner le nombre exact. Il n'a pas fait beaucoup parce qu'il refuse de demander quoi que ce soit au système. C'est vrai, effectivement. Oui. Il l'avait dit d'ailleurs. Et il avait dit, et il me l'a dit aussi ensuite, moi, on va attendre les 6 mois, je ne fais pas de demande. Je respecte la volonté de mon client. Donc le 30 janvier, nous sommes devant la chambre de l'instruction de Fort-de-France. On a l'avocat général qui, dans ses réquisitions, nous explique effectivement que la mise en liberté par cette même juridiction, c'est-à-dire la chambre de l'instruction de Fort-de-France, la mise en liberté de Didier Laurent a posé des problèmes. Ça a posé des difficultés parce que depuis que Didier Laurent a été mis en liberté, les émeutes ont recommencé en Guadeloupe. Voilà ce qu'elle nous soutient. Alors, nous étions plusieurs, Dieu merci, nous étions beaucoup de Guadeloupéens à avoir assisté à cette audience. Et je me rappelle être sortie de mon domicile, d'avoir pris la voiture, d'avoir pris l'avion, d'avoir atterri en Martinique sans aucune difficulté. Il n'y avait pas de barrage, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait pas d'émeute. Donc j'ai cherché à comprendre d'où est-ce que cet avocat général tirait ces informations qui étaient complètement contradictoires avec celles que moi, Guadeloupéenne, je vis au quotidien sur mon île. Ça a posé problème. La mise en liberté sous contrôle judiciaire de Didier Laurent a posé problème, a posé des difficultés à qui, je ne sais pas, mais ça a posé des difficultés. Didier Laurent est placé en liberté sous contrôle judiciaire le 2 janvier 2024. Je fais un courrier au directeur de la police territoriale nationale en disant voilà la décision qui a été rendue par la chambre de l'instruction qui ne fait pas interdiction à mon client d'avoir exercé son activité professionnelle, donc de bien vouloir me fixer sur le retour de mon client. Le 10 janvier, nous recevons une ordonnance modificative du contrôle judiciaire de M. Didier Laurent qui a été prise par le juge d'instruction, qui lui fait interdiction d'avoir retrouvé son activité professionnelle. On a interjeté appel devant la chambre de l'instruction, autrement composée, qui a confirmé l'ordonnance que l'on critiquait. C'est la raison pour laquelle je vous dis, du moment où vous avez Noël Dufour et Didier Laurent, nous n'aurons pas d'objectivité. Nous n'aurons pas d'objectivité. Alors les gens pourront considérer effectivement qu'en ma qualité d'avocate et comme je les défends, bien évidemment, ils sont innocents, comme j'ai pu le lire quelquefois, j'ai pu le lire sur X. Pour moi, ils le sont.
Parce que tant qu'un dossier de procédure ne me démontre pas le contraire, ou tant que le droit n'est pas mis au cœur des débats, pour moi, mes clients seront toujours innocents. Parce que là, je vous dis, quand j'ai lu la prévention, c'est-à-dire ce qu'on leur reproche juridiquement, et que j'ai accolé ça au fait, je n'ai pas vu. Même ce pauvre policier qui se retrouve, mais je vous dis, à 1 an avec sursis, c'est quand même une tâche sur un casier judiciaire, surtout pour un policier. À 1 an, et on cherche, il vous explique bien, mais non, on me demande, j'ai ouvert la sacoche. Question, est-ce qu'ils ont d'autres affaires Didier Laurent et l'autre policier qui a été condamné, est-ce qu'ils ont d'autres affaires en cours? Est-ce qu'il y avait connivence sur d'autres dossiers? Non, pas du tout. Il n'y a pas de lien. Cet homme s'est retrouvé parce qu'il était... ce jour-là, c'était son jour où il devait travailler. Et quand on lui dit, il explique, il me dit, mais on me demande, mais qu'est-ce que vous vouliez que je trouve dans la sacoche? Quand j'ai ouvert la sacoche, il y a des papiers, il y a de l'argent, il y a des téléphones. Pour lui, dans sa tête, quelque chose de compromettant, ce serait une arme. Voilà, là, on a quelque chose... Mais pas pourquoi du la tout. sacoche n'a pas été saisie sur le coup? Parce que ça n'a pas été demandé. Et c'est justement l'un des éléments que l'on a avancé. M. Héron est arrêté pour des raisons quelconques, dont par exemple du trafic de stupéfiants. Mais c'est bien ce que je vous dis, monsieur Luce, c'est qu'à ce moment, quand il est arrêté à l'aéroport, on ne sait pas qu'il existe, personne ne sait qu'il existe une information, une enquête relative à un trafic de stupéfiants ou autre. Mais on dira plutôt trafic de stupéfiants, puisque c'est ce qui est reproché aujourd'hui. Personne ne le sait. Tout est déclenché. Laurent, il n'est pas au courant de cette procédure. Mais non, mais pas du tout. Tout est déclenché par l'arrestation de M. Héron, qui lui veut, encore une fois, veut juste mettre ses affaires à l'abri. C'est pour ça qu'il demande à ce que ça soit récupéré, et il n'y a pas, je dirais, d'opposition de la part des autorités. On parle quand même de la police à frontière et aussi d'un policier. Enfin, ce que je veux dire, il n'y a rien eu. Il n'y avait pas d'éléments sur le moment permettant de croire qu'il y avait quelque chose de dangereux ou que cette sacoche contenait quelque chose que la justice voulait et il serait susceptible de révéler des faits, lesquels je ne sais pas. Mais j'insiste sur ça. Jean-Luc Héron a été quand même convoqué 2 fois. 2 fois, il arrive devant un policier avec cette même sacoche et ces mêmes téléphones portables. Et à l'époque, il n'en avait pas 1, il en avait 2. À aucun moment, on ne va réclamer à M. Héron sa sacoche et c'est pas... Il est devant le policier. On le laisse repartir. On peut penser que c'est peut-être pour laisser le téléphone circuler, recueillir des informations. Donc, est-ce qu'il y a eu des investigations? Non. Postérieures, non. Des investigations postérieures aux auditions de M. Héron, non, il n'y a rien eu. Mais si c'est la sacoche qui pose problème, et si c'est le téléphone portable aussi qui pose problème, M. Héron est devant vous, justement, j'en profite, M. Héron, je place votre sacoche, sous scellé. Et là, c'est terminé, c'est bon, la messe sera dite, on pourra exploiter le téléphone. Il vient 2 fois, par 2 fois, on ne lui demande pas. Par contre, on va reprocher, alors que là, nous sommes dans le cadre de l'enquête, pour le coup. On sait qu'a priori, ce téléphone portable contenait des éléments qui auraient pu compromettre Didier Laurent, Noël Dufour et même Jean-Luc Héron dans les fantasmes du parquet de Pointe-à-Pitre. Il n'y a pas de difficulté. Donc, dans ce cas-là, il est devant vous, vous récupérez la sacoche, vous récupérez le téléphone portable. On place sous scellé, ensuite on fait une exploitation. Donc le policier qui, lui, a cette information et l'enquête en cours ne le fait pas, mais Didier Laurent, Noël Dufour et M. Avillon ainsi que M. Héron devaient savoir qu'une enquête allait bientôt arriver. On leur prête beaucoup de qualité, mais en tout cas, celles de vin, ils ne l'ont pas encore. Alors, avant de se quitter, si on peut faire un petit point sur l'affaire en elle-même, l'affaire des grands frères, puisqu'on l'a dit, Noël Dufour est incarcéré depuis janvier 2022. 851 jours. 851 jours, on est à 30 mois d'incarcération, de mandat de dépôt. Le maximum en France, c'est 36 mois. Donc... Ça dépend des infractions en tout cas. Ça dépend des infractions. Alors pour faire un peu le point sur cette affaire, depuis le 22 janvier 2024, nous avons reçu l'avis de fin d'information. Ça signifie quoi? Ça signifie que le juge d'instruction considère qu'il n'y a plus d'autres investigations à son niveau à faire. Donc nous attendons les réquisitions qui doivent intervenir dans le délai de 2 mois à compter de la notification de cet avis de fin d'information qui aurait dû intervenir depuis le 22 février. Nous sommes aujourd'hui... La fin d'information date de quand? 22 janvier 2024. 22 janvier, donc l'information est terminée depuis le 22 janvier. En tout cas, depuis le 22 janvier 2024, le juge d'instruction nous a notifié sa décision, en tout cas, de clôturer là maintenant, puisqu'il considérait qu'il n'y avait plus rien à faire. Plus d'investigation, il n'y avait plus rien à faire. Donc le juge d'instruction communique cet avis, non seulement au parti, mais aussi au parquet. Le parquet a compté de cet avis, la date de cet avis, il y a 1 mois, pour pouvoir présenter ses réquisitions définitives. C'est-à-dire jusqu'au 22 février 2024. Nous sommes bientôt le 21 mai, nous n'avons toujours rien reçu. Vous n'avez pas de réquisition définitive? On ne sait toujours pas. On ne sait pas.
Mais ce qui est encore plus délicieux, c'est que lors de cette... je me permets vraiment, parce que c'était quand même délicieux, lors de cette audience de mémoire, hein, c'était du 30 janvier, là on a appris que ce dossier qui est ouvert sur une qualification criminelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on leur reproche les incendies du SPIP et d'Auto-Guadeloupe. Donc c'est cette seule infraction leur faisant courir 20 ans de réclusion criminelle. Oui. D'accord ? Donc c'est ce qui ouvrait la porte, je dirais, au mandat de dépôt de 18 mois. Eh bien, on apprend que l'affaire serait peut-être correctionnalisée. Ce qui veut dire qu'on n'irait plus devant. Alors, je pense que s'il devait y avoir un choix pour les 20 ans, ce serait d'abord la cour criminelle qui aurait été saisie. Mais là, avec le fait qu'on considère que ce sera plutôt correctionnalisé, donc on attend avec beaucoup d'impatience. Quand on a entendu ça, on a bondi qu'on passera dans un échelon inférieur, c'est-à-dire devant un tribunal correctionnel. Donc c'est la raison pour laquelle on attend vraiment avec impatience. S'il y a une requalification, on peut dire que c'est à la baisse, quoi. Oui, en tout cas, pour le coup, c'est ce qui nous a été sorti par l'avocate générale qui nous expliquait que c'était en cours de règlement, qu'on devrait bientôt recevoir les réquisitions. Nous sommes encore au mois de mai, on ne les a toujours pas reçues. Parce que techniquement, une fois que l'instruction est terminée, il y a deux options. C'est soit procédure, soit finalement classement sans suite. Non, classement sans suite, c'est au niveau du parquet. Ce qui peut se passer, c'est que le parquet peut considérer que certaines infractions sont effectivement constituées, donc demande au juge d'instruction de bien vouloir les renvoyer devant telle juridiction et considérer que d'autres infractions, il n'y a pas eu suffisamment d'éléments pour avoir les renvoyer devant n'importe laquelle des juridictions. Donc pour cela, le parquet peut demander d'avoir à prononcer un non-lieu et ne retenir à la fin de ces réquisitions que les infractions pour lesquelles il voudrait que ces personnes soient jugées. Très bien. Donc depuis janvier, vous êtes en attente. Oui. Le mot de la fin pour Madame Defour. Juste rappeler ou juste dire que le 30 avril, c'est ça ? Oui. Le procureur qui représentait le parquet, c'est le même qui a fait la perquisition chez Noël le 17 janvier 2022. Ouais, c'était le même. Et j'ai envie de lui dire, comme mon frère lui a dit au sein du tribunal, j'espère qu'il dort bien la nuit. J'espère qu'il est en paix. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir pour tenter de nous éclairer pour cette affaire des grands frères qui prend de multiples facettes. Vous avez pu le voir, il y a des affaires dans l'affaire. C'est pas toujours évident à comprendre et donc on essaie de démêler un peu le vrai du faux dans cette histoire qui n'a toujours pas d'épilogue. Hein. On est en attente depuis bientôt 3 ans maintenant, mais ça ne pourra pas durer éternellement. On se retrouve après la pub. Retour dans le focus, je reçois maintenant Harry Clotaire, enseignant en histoire-géographie. Bonsoir Monsieur Clotaire. Bonsoir Haroldus. Et vous êtes en présence de Ludji Cheikh Mahomed, enseignant en histoire-géo également. Bonsoir Harold. Alors, effectivement, pendant ce mois de mai des mémoires, on parle beaucoup d'histoire. Le premier volet, c'était sur l'abolition de l'esclavage. Maintenant, on va passer sur une notion un peu plus large, donc l'histoire de la Guadeloupe. Vous avez d'ailleurs réalisé une exposition sur les traces de l'histoire de la Guadeloupe, des hommes et des événements. Ça s'est bien passé ? Ma foi, oui. Ça a été très apprécié par le public qui est présent, oui. Est-ce que c'est une de vos habitudes, puisque bon, vous êtes enseignant, on a l'habitude avec les cours, on a l'habitude avec les cours, mais le format exposition, est-ce que c'était dans vos habitudes ou bien c'était une découverte ? C'est totalement inédit. C'était totalement inédit et l'exposition en elle-même, l'idée de l'exposition, elle n'est pas née de nous au départ. Et ça a été un échange que j'ai eu avec une grande amatrice de l'histoire de la Guadeloupe, qui travaillait à la médiathèque Bettino Lara, la médiathèque Caraïbe qui se trouve au Carmel à Basse-Terre, et qui me disait que elle voulait qu'on puisse réaliser un vaste projet présentant l'histoire de la Guadeloupe, mais dans son entièreté. Et je lui ai dit... ça fait beaucoup de boulot. C'est un énorme travail. Ne s'imaginait pas le travail qui était demandé. Enfin, on a resté à échanger, on a beaucoup échangé. Et j'en ai discuté avec mon ami Harry. Et tout de suite, on a percuté. Et on s'est dit, bon, sur quelle forme on va pouvoir faire ça ? Tout à fait. Non, mais c'était une expérience quand même super enrichissante. Déjà au départ, vous avez parlé du format. C'est vrai que c'est un format inhabituel pour nous, hein, quelque part. Ça aurait pu être une frise. Ça aurait pu être juste une frise, exactement. Mais en fait, de fil en aiguille, hein, les recherches ont donné quand même beaucoup d'éléments. Et du coup, on s'est retrouvé avec un travail de 15 panneaux pour présenter quand même pratiquement 5000 ans d'histoire de la Guadeloupe. Voilà. Donc on imagine que c'est un travail qui est très synthétique.
Exactement. C'est Alors un le travail résultat est synthétique. Mais sa conception, tout à fait. elle nous C'est de a la compilation de données, beaucoup de données. énormément de données. Ça nous a Énormément. mangé du temps. Hein. Ça nous a pris 6 ans de notre vie. Ah, quand même. Pour, 6 ans de recherche. 6 ans de recherche. Ben, en fait, c'est aussi lié à la problématique du métier. Hein. Nous ne sommes pas chercheurs au départ. Donc, du coup, il faut allier les cours, les responsabilités professionnelles et autres. Et du coup, ça demandait effectivement pas mal d'entrevues, pas mal de nuits blanches aussi. Oui. Et, mais en fait, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir quand même un résultat concret. Un beau bébé. Voilà, et d'avoir quelque chose qui peut répondre à plusieurs problématiques. Hein. Et déjà, c'est un travail synthétique, mais qui nous a permis quand même de développer 4 grandes parties de notre histoire. Et c'est vrai que cette recherche nous a permis d'établir une chronologie propre et qui reste tout à fait pertinente et qui fait écho à l'actualité, en fait. En plus, Tout à fait. on va y venir. Alors, vous travaillez sur l'histoire de la Guadeloupe. Bon, on imagine que c'est pas l'histoire du continent. On reviendra un petit peu peut-être trop loin. Vous partez de quelle période? Ben, on part du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, moins 3000. Voilà, moins 3000, avec quand même des traces de peuplement des peuples premiers. Et du coup... Qui sont les peuples premiers? Voilà. On soit clair. Voilà. Mais qui sont les peuples premiers? C'est clair qu'ils ne viennent pas d'Europe. Ils sont pas, ceux que l'on pourrait penser au départ. Et c'est vrai que on les appelle Amérindiens pour un certain nombre de raisons. Et c'est vrai que par rapport à cela, aujourd'hui, on arrive à des termes qui font consensus. Le terme Kalina, il est beaucoup utilisé de plus en plus. À un moment, on parlait beaucoup de Caraïbes qui auraient remplacé des Arawaks. Et c'est vrai que c'est une théorie qui est remise en question aussi. Donc, on fait écho de cette théorie. Hein. C'est une théorie qui était basée sur des céramiques qui avaient été retrouvées à l'époque. Et on pensait que ces céramiques qui étaient beaucoup plus riches au départ et qui finalement deviennent un petit peu plus rustres, on s'est dit que finalement, c'est un peuple plus rustre qui arrive. Et finalement, non. C'est une évolution culturelle régionale, effectivement, qui a donné toutes ces différences. Et aujourd'hui, en fait, la recherche avec des chercheurs comme Dominique Bonnet-Sainte, Hélène Serran, on a aussi Henri Petit-Jean-Roger. Et ce sont des personnes qui nous ont permis d'avoir des ouvrages, qui nous ont permis d'avoir des sources fiables et pour donner quelque chose quand même d'actuel par rapport à ces premières populations. Voilà. Parce que comme je vous le disais hors plateau, l'histoire c'est quelque chose d'assez relatif. Hein. On est d'accord. Tout dépend de qui la raconte, Tout à fait. de qui écrit, Tout à fait. qu'est-ce qui est traduit, qu'est-ce qui est gardé dans l'histoire, qu'est-ce qui est retranscrit. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on avait déjà quand même un bon fil conducteur, ou bien que vous aviez eu beaucoup de travail, de rectification, de correction à apporter? Il faut dire une chose, nous avons beaucoup de scientifiques, beaucoup d'historiens. Nous ne sommes pas historiens, nous sommes professeurs d'histoire et géographie. La nuance est importante à apporter. Et nous avons beaucoup travaillé grâce à ces recherches qui ont été effectuées. Nous considérons que ce que nous avons produit, cette exposition, c'est en fait mettre en avant, mettre en exergue la qualité des travaux qui ont été effectués par les vrais chercheurs et chercheuses de la Guadeloupe, qui ont produit des thèses qui ont déjà bientôt 50 ans pour certaines, mais qui sont encore valides. Et comme disait Harry, concernant l'histoire des Amérindiennes, entre guillemets, de la Guadeloupe, ce que l'on disait ou qu'on considérait comme étant acquis il y a 30 ans est remis en cause, et encore jusqu'à très récemment, par le même auteur qui affirmait, voilà, nous avons telle société, telle culture à telle époque. Aujourd'hui, il l'a remis en cause lui-même, parce que c'est ça la qualité, la magie même, je dirais, de l'histoire et de la recherche archéologique particulièrement, c'est que ça avance et ça évolue tout le temps. On fait des découvertes qui remettent en cause des acquis d'une époque donnée, et actuellement, on se dit, tiens, voilà, c'est cela. Donc, nous cherchons justement à actualiser ces recherches, mais on ne met pas de côté ce qui était ancien. Tout à fait. Et j'en profite pour dire que la tâche de l'enseignant dans le secondaire, elle est compliquée. Parce qu'en fait, justement, on voit qu'à l'étude des recherches, les choses évoluent, les choses se transforment. Et il faut que l'enseignant de collège, de lycée, soit à jour tout le temps.
Et ce n'est pas tout le temps facile. Donc c'est vrai que nous, on a souhaité quand Ça même doit être très compliqué pour vous, justement. Il y a beaucoup d'informations qui sortent. Maintenant, les jeunes ont accès à Internet. Donc, il y a plusieurs versions de l'histoire maintenant qui sont disponibles. On n'est plus sur un monologue. Donc, est-ce que vous n'avez pas, justement, quotidiennement des monsieur le professeur, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, en fait. Il faut rectifier. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous avons voulu mettre cet outil à disposition pour pouvoir permettre aux collègues aussi d'avoir des éléments d'actualité. Parce qu'en fait, 5000 ans d'histoire, ok, mais on a quand même des programmes aussi à respecter parfois, de tout le temps. Et par rapport à ça, il faut pouvoir quand même intégrer ces choses, ces nouveautés à l'intérieur de ces programmes. Ce n'est pas évident. De compresser 5000 ans d'histoire. Ça, vous le dites bien, c'est bien le mot, compresser. Et surtout que vous dites 5000 ans avec le geste. 5000 ans au regard de l'histoire de l'humanité, c'est peanuts, hein, c'est absolument rien. Mais il faut avoir conscience que l'histoire de la Guadeloupe, cette histoire de la Guadeloupe, elle est compressée. Nous sommes un peuple très jeune. Nous sommes un territoire occupé très, très, très récemment dans l'histoire humaine. Hein. Nous sommes parmi les derniers territoires, les dernières peuplades à avoir occupé des terres sous terre, à avoir occupé, à s'être implanté sur des îles. Et en 5000 ans, nous avons une histoire qui est tout le temps en accéléré. Tout le temps en accéléré. Et dans l'exposition, vous tomberez sur des panneaux qui vont... Il y a un panneau en particulier qui va aborder la création de la société créole. La société créole, ce n'est pas seulement une société composée de blancs et de noirs. Hein. La société créole, c'est vraiment au 19e siècle qu'elle se met véritablement en place avec l'arrivée des engagés. Et les engagés, ce ne sont pas seulement les Indiens. Les tout premiers engagés que l'on a dans notre histoire, ce sont d'abord, et je dis le mot, métropolitains, puisque nous sommes encore une colonie à l'époque. Donc, ce sont des paysans qui viennent de la Creuse, qui arrivent ici en Guadeloupe, et on se rend bien compte qu'ils ne font pas l'affaire. On a libéré près de 80 000 esclaves. On fait venir des blancs, je dis bien le mot, des blancs métropolitains, paysans pour venir remplacer ces anciens esclaves, ces anciens nègres. Ils ne font pas l'affaire et on fait venir des Madériens, on fait venir des Capverdiens. Ce sont les premiers engagés. Mais tout ça, ce sont des pans de l'histoire qui sont passés sous silence, complètement. C'est la première fois que j'entends ça. Et pourtant, j'écoute beaucoup d'histoires relatives à la Guadeloupe. C'est justement... Alors, à tort ou à raison, il y a quand même une grande, magnifique exposition qui a été faite. Elle date de 2015, si j'ai bonne mémoire, au MACT. Une immense exposition sur justement les immigrations. Et cette exposition, elle était basée d'abord sur les travaux de recherche des archives départementales de Guadeloupe. En fait, on a les ressources. Il faut les exploiter. Il faut les intégrer dans les programmes. Vous dites des choses très intéressantes, monsieur. Parce que c'est vrai qu'il faut aller chercher l'information, c'est très important. Mais dans ce domaine-là, maîtriser l'histoire, c'est déjà très compliqué. On peut en faire une vie sans pour autant maîtriser même uniquement sa propre histoire. Donc, a fortiori sur les générations qui sont occupées à beaucoup d'autres choses que s'intéresser peut-être uniquement qu'à notre île et notre île, ils sont ouverts sur le monde maintenant. Ils ont beaucoup d'options. Mais connaître son histoire, c'est fabriquer son identité. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas mis... Depuis quelques années, on met l'accent dessus. Mais c'est vrai que la maîtrise même de notre histoire... C'était pas très au programme. L'esclavage ne figurait pas trop au programme, par exemple. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'abordait pas. Alors, il faut être un peu plus juste, plus précis. Depuis 2000, il y a ce qu'on appelle, 2001, le dispositif de l'adaptation des programmes qui a été mis en place. Qu'on peut remettre en cause ou pas, peu importe, mais il a été acté. Et donc, il est intégré aux programmes nationaux. Charge pour l'enseignant. Parce qu'on a reçu, on a un programme, on a un programme d'adaptation. Mais vous l'avez dit, charge pour l'enseignant. Charge pour l'enseignant de réussir à l'intégrer à son programme national et de pouvoir y consacrer suffisamment de temps. Est-ce qu'on vous laisse la marge de manœuvre nécessaire? Oui, on a la marge de manœuvre. On a ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Donc on peut prendre des options par rapport au programme national qui nous permettent de mettre en avant, mettre en exergue un pan ou deux pans particuliers de notre histoire selon le programme que l'on a. D'accord. Après, comme je dis, ce sont des choix. Et vous êtes combien à faire l'histoire de la Guadeloupe? Autant qu'il y a d'enseignants d'histoire géo en Guadeloupe, qu'ils soient en collège ou en lycée. Et d'ailleurs, même, nous avons des collègues en élémentaire qui le font aussi. Mais ça devrait commencer là.
soit d'accord. Là, vous avez l'expo qui est là. C'est ça. C'est un outil. C'est un nouvel outil et on apprécie le travail parce qu'il doit être fait. Il faut des travaux un peu plus synthétiques puisque tout le monde ne peut pas passer 6 ans effectivement à se documenter sur l'histoire de la Guadeloupe. Donc merci pour le travail. Mais c'est vrai que sur l'intégration dans les programmes, c'est vrai que c'est au bon vouloir du professeur. Et il y a certains professeurs qui sont plus animés sur ces questions que d'autres. Et on va prioriser peut-être la branche principale du programme plutôt que l'enseignement de la Guadeloupe, quoi. Et c'est là où je trouve qu'on pêche un petit peu et on devrait plus s'intéresser justement aux travaux qui vont dans votre sens plutôt que de se perdre dans des pays qu'on ne maîtrise absolument pas. D'autant plus que, en fait, il y a des thématiques qui sont proposées aussi. Et du coup, c'est à charge effectivement de l'enseignant de découvrir effectivement des pans qui sont peu abordés. Par exemple, notre exposition, elle consiste aussi à bien comprendre le temps long. Parce qu'en fait, les thématiques qui sont abordées sont des thématiques ponctuelles. Donc du coup, lorsqu'on a des bribes d'histoire, ben en fait, on n'intègre pas complètement l'histoire. Et l'objectif de l'exposition, c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir le temps long, c'est-à-dire d'avoir le récit de l'histoire de la Guadeloupe. Et à partir de ce moment, on a un début, eh ben on a un pendant et on aura un après. Et ça permet véritablement de comprendre un petit peu les différentes évolutions. Là, par exemple, on a une période des peuples premiers, un temps colonial esclavagiste, un temps colonial industriel, le temps de l'assimilation. Et on a cherché aussi à utiliser quand même des idées qui font sens et des idées qui sont vraiment à l'image de ces périodes. Et je crois qu'il faut aussi quand même cette clarté dans les mots pour pouvoir se situer effectivement dans cette histoire. Alors que lorsqu'on prend des bribes thématiques, ben je crois que le jeune, c'est vrai, il va découvrir un événement et ça va lui paraître comme quelque chose de ponctuel, quelque chose qui ne fait pas sens sur le temps long. Et nous avons voulu mettre cet outil à disposition pour véritablement savoir d'où on vient, comment cela s'est passé, quelles ont été les étapes. Et en fait, c'est un travail avant tout identitaire. C'est-à-dire aujourd'hui, on veut effectivement que les jeunes Guadeloupéens aient cette véritable identité. Parce que la tentation, elle a été aussi, est-ce qu'on fait l'histoire des Antilles aussi ? Mais le problème, c'est que chaque territoire a ses propres particularités. Les périodes d'occupation anglaise, par exemple, ne sont pas les mêmes en Guadeloupe, en Martinique. Le prisme n'est pas du tout le même, souvent. Donc, tout à fait. Et nous avons des points communs, mais nous avons des disparités. Et c'est cela qu'on a voulu mettre en avant. Voilà, les singularités. Voilà, c'est vraiment ça le but. Si on ne pointe pas les singularités et donc les détails, on n'a pas l'histoire en fait. On a un petit morceau, une parcelle, on a une idée d'histoire. Une idée de l'histoire. Et c'est vrai qu'on perçoit l'histoire de manière saccadée. Quand vous me parlez d'instant T, moi je vois effectivement l'histoire comme saccadée au lieu qu'on la voit comme une continuité. C'est comme un fil. C'est un peu la dialectique de l'histoire. Voilà, il y a une dialectique, il y a des choses. Sur le principe de la frise. Mais c'est vrai que nous, beaucoup vont par exemple commencer leur histoire de la Guadeloupe à la période esclavagiste. Pour eux, ce sera le début. Certains remonteront jusqu'aux Amérindiens. Certains peut-être essaieront de voir d'une manière antérieure. Tout à fait. Et aujourd'hui, effectivement, au regard des problématiques d'actualité, je crois que parfois, pour comprendre le présent, il faut effectivement revenir aux racines, à un certain nombre de choses. Et on le voit aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans d'autres territoires d'outre-mer, où on voit bien que... Comme la Nouvelle-Calédonie, on ne comprend pas, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe, en fait. Parce qu'on arrive à un instant T, on fait que nous dire... En oubliant ce qui s'est passé en 83, 84, 85. Tout à fait. Et c'est là, il faut pas... Alors que tout découle... Il ne faut pas avoir peur de revenir dans le passé. Mais certains en ont honte. Certains ont honte finalement de leur passé. On le voit un peu avec la France sur certains aspects qu'ils n'arrivent pas à traiter. Le déni. C'est un déni, parce que l'histoire est écrite, on ne peut pas la réécrire, là c'est trop tard, le match a été fait. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal effectivement à en discuter, à en parler. Et on a ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc ceux qui maîtrisent l'histoire finalement comprennent tous. Donc nous en tant qu'Antillais par exemple, on comprend exactement ce qui se passe parce qu'on a les faits. Mais c'est vrai qu'en Hexagone, ils arrivent à un instant où on leur dit « Ah, il y a émeute, on saccage, on brûle ». Ils diront « Ah, bon, ben c'est... On reste que sur la surface. On restera sur la surface. On va pas rentrer dans le fond du problème, la problématique. Et c'est vrai que quelque part dans l'exposition, on aborde cette idée de la décolonisation, de la colonisation, de la décolonisation, de l'assimilation et des limites de cette assimilation. Et on arrive dans un vrai focus entre l'identité de l'individu
dans son histoire et comment cette identité de l'individu se retrouve imbriquée dans une histoire beaucoup plus large. Et c'est ça aussi la magie de l'histoire. Il faut savoir se sortir de tout ce mélange, de tous ces fils, et on a besoin de direction. Donc le travail des historiens est là pour ça. Nous, profs d'histoire géo, Ben vous êtes chargé de la transmission. on tente justement de guider nos élèves vers cette réflexion, cette maturation, cette capacité à avoir un esprit critique et à ne pas, comme vous le disiez si bien, à ne pas se borner juste à un fait et se dire, bon voilà, c'est un fait établi. Non, il faut élargir les horizons. Donc pareil pour notre exposition, on veut élargir le plus possible l'horizon, le champ des possibles pour les Guadeloupéens et les non-Guadeloupéens. Donc ça ne se limite pas qu'aux Guadeloupéens. Bon, l'histoire, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et donc, on veut élargir ces champs des possibles. Donc voilà, voici ton histoire. Tu la découvres. Tu vois son cheminement. D'ailleurs, pour le cheminement, on a un panneau qui est une frise chronologique qui serpente, qui donne cette idée justement de mouvement du temps et qui fait apparaître les différentes grandes périodes de notre histoire. Donc c'est aussi le fil directeur de notre exposition, c'est la matrice de notre exposition. Et là, on a quelques repères, vous les voyez, hein, plusieurs chronologies, enfin, plusieurs repères qui sont présentés. Et non mais franchement, j'adore ce panneau. Nous avons deux collègues dont on n'a pas parlé. Je voudrais que nous fassions le focus sur eux aussi. C'est notre infographiste, Jean-Marie Isidore, et notre extraordinaire illustrateur, Thierry Bergam. Et quand on a deux personnes aussi qualifiées, aussi compétentes, qui mettent en valeur leur grande capacité, nous, on a produit du texte, on leur a donné les documents, et les mecs, ils ont produit ça. Ils ont mis tout ça en images. On va pas tarder à se quitter. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait une espèce d'historien antillais ? Puisque ça traînait dans toutes nos bibliothèques, on avait des volumes et des volumes et des volumes. Ouais, C'était compliqué à lire, hein, franchement. Alors justement, on a voulu aller quand même dans une démarche inverse. On a voulu faire véritablement quelque chose de synthétique, d'intéressant, d'accrocheur. Et aussi, même si on est sur l'histoire locale, mais en fait, l'histoire locale, elle est souvent dépendante d'autres choses qui se passent dans le monde. Et on a voulu mettre ça aussi dans des parties, le savais-tu, c'est-à-dire on a des panneaux où on peut relativiser. C'est-à-dire, il s'est passé ça, et dans le même temps, au regard d'autres choses qui s'est passées dans le monde, il s'est passé ça. Et en fait, par rapport aux événements encore contemporains, on a pu quand même, par exemple, lorsqu'on parle d'Antan-Saurin, en fait, ça permet de voir que c'est une période de production massive en Guadeloupe, et en fait permise justement par quoi ? Par le blocus. C'est-à-dire qu'en fait, la restriction oblige à... par exemple, le génie humain est mis. Voilà. Tout à fait. Et pourtant, c'est une période grave. Hein, Oui, c'était une période difficile. Mais le génie, comme vous dites, débrouillard ne pêche pas. Et en général, dans le temps de crise, ils fleurissent les débrouillards. Exactement. Et ça nous permet de relativiser aussi des années, par exemple l'année 1989, qui permet finalement, c'est la fin des mouvements violents, les Nuits Bleues. C'est aussi la fin de l'idéal communiste en Guadeloupe. Et donc l'année 89, avec le cyclone Hugo, finalement, amène des changements. Donc d'importants changements. Et en fait, le fait d'être dans le temps long, ça permet de voir de véritables changements dans la société guadeloupéenne. Donc à l'inverse de l'historien antillais, on est véritablement dans une lecture de qu'est-ce qui fait la Guadeloupe aujourd'hui en fait. Bien qu'on ne le remette pas en cause, cet ouvrage majeur qui a été quand même une source de nos recherches, une base de nos recherches. Effectivement, l'histoire antillais, l'histoire des communes, cette encyclopédie incroyable. Et par contre, pour le coup, l'histoire des communes, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane. Voilà. Et là, on s'est dit... Oui, tout à fait. Ceci dit, on possède ces ouvrages. J'imagine bien, c'est dans la bibliothèque. Forcément, c'est fermé, c'est verrouillé. Voilà. On imagine bien. Et autre chose, on a voulu ce format aussi parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Et en fait, ça oblige les familles à se déplacer aussi ensemble. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a un lieu d'exposition comme actuellement la médiathèque de Port-Louis, là où l'exposition est jusqu'au 25, en fait, c'est l'occasion pour les familles de découvrir tous ensemble. Voilà. C'est véritablement le but de ne pas rester derrière un ordinateur, mais d'y aller, de discuter et d'échanger.
Le rendez-vous est donné. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on n'a pas pu faire l'heure complète puisque j'ai dû faire un autre plateau. J'aimerais qu'on fasse la suite de cette émission puisque vous nous avez parlé de 4 grandes parties de notre histoire. Donc, j'aimerais pouvoir détailler chacune d'entre elles un petit peu, hein, pas beaucoup, hein, mais détailler chacune d'entre elles avec vous pour qu'on suive effectivement l'évolution de notre archipel Guadeloupe. Donc, je lance l'invitation pour ce jeudi, si vous êtes disponible, si vous pouvez, ce serait avec plaisir qu'on pourrait poursuivre cette émission. Et en tout cas, félicitations pour le travail que vous avez opéré effectivement sur 5000 ans d'histoire. Hein, on rappelle 5000 ans d'histoire compressée. Vous partez de moins 3000, vous arrivez jusqu'en 2009. Tout à fait. Les événements sociaux. Tout à fait. Mais c'est une fin, mais c'est le début d'autre chose. Donc ce sera la 5e partie, Qui j'imagine. sera peut-être sous la forme d'un documentaire. Peut-être. Très intéressant. Mais il faut, parce que c'est vrai que les travaux que vous avez fait de synthèse, c'est excellent. Mais après, sur les autres formats, dessins animés, bande dessinée, films, documentaires. Mais il faut qu'on s'intéresse à notre histoire. Absolument. Moi, je vous garantis. Elle est riche, hein, notre histoire. Mais clairement, et on a tellement de... Courte dans le temps, Extrêmement riche. mais elle est extrêmement riche. Franchement. C'est l'une des grandes caractéristiques de l'histoire guadeloupéenne, martiniquaise, réunionnaise. Histoire palpitante. Franchement, moi, je suis de plus en plus intéressé. J'aurais ces cours-là, j'aurais été plus jeune, je me serais peut-être intéressé Les enfants jeunes, hein, à l'histoire. monsieur Lucie. Oui, mais bon. Il est un petit peu tard pour moi pour certaines choses. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve Merci jeudi, beaucoup pour l'invitation. je l'espère en Merci. tout cas. Et chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous tout le monde.